Bonsoir à vous tous. Il est partout, sur toutes les couvertures des magazines, sur tous les plateaux de télévision, mais surtout sur les yachts de tous ses grands amis, les patrons des médias français. C'est vrai que Nicolas Sarkozy est un véritable animal politique et médiatique, et il l'a prouvé lors de son élection à la présidentielle française. Seulement voilà, Sarkozy président n'a pas réfréné ses appétits médiatiques, au contraire, il en use et il en abuse. Et c'est vrai qu'il ne fait pas bon être journaliste par les temps qui courent dans les rédactions françaises. Mise à pied, sanctions, autocensure, le climat que fait régner l'omniprésident dans les rédactions vaut à la France un triste record européen, le pays où les interventions policières et judiciaires contre les journalistes ont été les plus nombreuses. Alors Sarah Perrig et Alexandre Beauchâtet, pourtant présents, ont embarqué dans la caravane médiatique de Nicolas Sarkozy et vous le verrez, ils ont pu vérifier les craintes de nos confrères français. Regardez. Ce jour-là, nous décidons de nous rendre dans le temple de l'humour radiophonique, dans ces fameux studios du Fou du Roi, cette émission quotidienne de France Inter où presque tous les dérapages sont permis. La liberté d'expression en est le maître mot. Ici, Nicolas Sarkozy en prend régulièrement pour son grade. Et oui Stéphane, j'avais oublié de vous prévenir. Bah oui. Je suis suivi par une équipe de la télévision suisse romande qui réalise un reportage sur les rapports compliqués du président Sarkozy avec les médias. Et vous savez ce qu'ils ont eu le culot de me demander? De faire une chronique hostile à Nicolas Sarkozy exprès pour leur venue. Elle est belle, la fameuse neutralité suisse. C'est pas votre genre en plus. Non, en plus, ces salopards ont osé me demander de dire du mal du président de tous les Français. Les arroseurs arrosés. Mais en réalité, les ch'tis suisses n'ont rien contre Nicolas Sarkozy. C'est aussi ça, la dérision sur France Inter. C'était Didier Porte. En tout cas, le ton est donné. La France entière connaît désormais le but de notre reportage. Nous souhaitons participer, comme tous les autres journalistes français, au voyage officiel de Nicolas Sarkozy à Aix-en-Provence. Première surprise pour nous, le service de presse de l'Élysée multiplie les contraintes administratives. Les conseillers en communication du président ne voient pas notre présence d'un très bon œil. Moi, je pourrais éventuellement me faire accréditer pour pouvoir suivre la délégation. Suivre la délégation, c'est pas la délégation, c'est des journalistes. Finalement, après plusieurs téléphones, échanges d'emails ou de SMS, les conseillers de l'Élysée nous autorisent à participer au voyage officiel en province. Nicolas Sarkozy doit y rencontrer des responsables d'université, direction le Sud, en compagnie d'une centaine de confrères. Vous suivez tous ces voyages officiels, je dis vous les médias. Alors nous on suit tous ces déplacements. C'est vrai que même aujourd'hui par exemple, où on part quand même de la chaîne à 6h moins le quart du matin, pour un petit déplacement de 2 heures sur place, puisqu'il ne va rester que 2 heures sur place. Mais il faut y être, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une actualité autour de lui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut toujours s'exprimer, qui peut toujours faire une annonce, donc on se sent quand même obligé de le suivre régulièrement. Tu vois? Journaliste politique à France 3, Patrice Machuret talonne Nicolas Sarkozy depuis 4 ans. Témoin privilégié de l'action politique du président, le journaliste vient de publier L'Enfant terrible, un livre totalement people qui dévoile quelques anecdotes croustillantes sur la vie de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est un hyperactif, angoissé et sportif. Pour garder la forme, il a un secret bien gardé depuis des années. Plusieurs fois par mois, il consulte un homme qui lui envoie des ondes positives. Ses patients l'appellent le gourou. Quelle réaction ça a suscité à votre connaissance auprès de l'Élysée et du président de la République? Alors, lors d'un off dans son propre avion, il m'a traité de crétin et de honte de la profession, ce qui était plutôt gentil de sa part. Donc évidemment, je pense qu'il n'a pas tellement apprécié certains passages. Mais ça, c'est le jeu et pour l'instant, les relations de travail, en tout cas, continuent. Vous pouvez toujours participer au voyage officiel, aux conférences de presse? Je peux toujours participer au voyage officiel, aux conférences de presse. Bon, maintenant, vous savez, France 3, on n'a jamais été dans l'avion du président. On a toujours été dans la délégation, mais on n'a jamais eu de rapport privilégié. Mais c'est pas plus mal, parce que je pense que finalement, si on peut le comparer à un soleil, il vaut mieux ne pas en être trop proche, pour ne pas se brûler. Et puis je pense que Nicolas Sarkozy, de toute façon, il faut le suivre à bonne distance. Restés à bonne distance du roi Soleil, les journalistes n'ont pas toujours su le faire. Un précédent voyage de presse en Camargue est resté dans toutes les mémoires. Pour son dernier déplacement de campagne, Nicolas Sarkozy décide d'aller en Camargue. Et c'est vrai que, de manière assez maladroite,
Les journalistes qui le suivent, les journalistes accrédités de la campagne, ont été mis sur une charrette derrière un tracteur, ce qui est absolument terrible comme image. Ça montre une information embedded un peu à l'américaine, on a l'impression de se retrouver en Irak avec les journalistes embarqués dans les camions américains. Donc ça a été, je crois, un coup assez dur porté à la profession, même si personne s'en est rendu compte sur le moment. Retour à notre voyage officiel. 3 ans plus tard, la situation n'a pas vraiment changé. Les journalistes sont même de plus en plus nombreux à suivre le président. À la crainte d'une information mal maîtrisée est venue s'ajouter celle des débordements populaires. Depuis plusieurs mois, les manifestations ont tendance à prendre de l'ampleur. Pour cette raison, les conférences du président sont organisées en dehors des grands centres urbains, de préférence dans des endroits isolés plus facilement sous contrôle. Nos accréditations en poche, nous suivons le mouvement collectif le long d'un parcours quadrillé pour la presse, mais aussi sécurisé pour les officiels par des centaines de policiers. La dernière fois que j'avais fait un voyage présidentiel, c'était Jacques Chirac à l'ONU en 2001, après le 11 septembre. Donc, vous voyez, dans un climat sécuritaire un peu chargé, et c'était 10 fois plus cool et light qu'aujourd'hui. Parce que c'est de la paranoïa. Moi, du point de vue du journaliste, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a un encadrement de fait de celui qui livre l'information. Puisque vous êtes là aujourd'hui comme moi, journaliste, nous sommes incapables de faire autre chose que de suivre le parcours qui nous est indiqué. Clairement, c'est une volonté de sa part de gérer sa communication avec des angles qui sont donnés à sa communication dans tel ou tel sens, en fonction de l'époque, en fonction de ses résultats dans les sondages. Voilà quoi. Et pour nous, c'est une vraie difficulté. Nicolas Sarkozy n'est pas encore sur place. Commence alors pour nous une véritable partie de cache-cache pour essayer d'approcher le président. Nous utiliserons même une petite caméra amateur pour doubler nos chances en nous postant dans 2 lieux différents. À la dernière minute, le convoi emprunte une petite route dans la pinède voisine. Dès son arrivée, Nicolas Sarkozy pénètre rapidement dans la salle de conférence par la petite porte. Ils sont disponibles. Il ne s'agit pas de vous nationaliser, comprenez bien. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes triées sur le volet viennent écouter la bonne parole sur le thème du développement et de la recherche. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire un rapport et d'annoncer dans le rapport « Yaka, faut que de le faire. On l'a fait. Nos universités, il y en a tiers d'entre elles, je pense. Un public totalement acquis. Aucun risque de débordement. Près de 200 journalistes sont également présents dans la salle. Ils ne pourront poser aucune question. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est venu rassurer le monde de la science. Journalistes, circulez. Merci d'être venus. Il n'y a rien à voir. Tout à l'heure, on a voulu poser une question d'actualité à Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas envie. Donc il faut qu'on force un peu, qu'on essaye de se placer à la porte, la dernière porte qu'il va emprunter pour pouvoir essayer à la cantonade de le faire répondre. Mais évidemment aujourd'hui, ce qu'on a senti, c'est qu'il ne voulait pas nous parler. C'est vrai qu'il est aussi en ce moment très fatigué, parfois en colère contre des articles ou des unes d'hebdomadaires. Il faut savoir qu'en France, il fait quasiment la une d'un hebdomadaire chaque semaine, voire la une d'un journal. Donc c'est vrai que tous les articles ne sont pas forcément à sa gloire. Et je ne peux pas vous dire qu'il aime énormément les journalistes en ce moment. Assurément pas, nous l'avons rapidement compris à notre dépens. Nous n'avons aperçu Nicolas Sarkozy qu'à bonne distance. Les journalistes devront finalement se contenter d'un départ en catimini, le défilé des limousines présidentielles dans l'objectif. Dans d'autres circonstances, il arrive au contraire que les journalistes en aient pour leur argent, lorsqu'ils n'en prennent pas carrément pour leur grade. Vous occupez de manière fréquente, sinon continue, la scène médiatique. Vous êtes à l'origine de la plupart, sinon la totalité des initiatives gouvernementales. Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Voici une question modérée qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire.
Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône? Monsieur Geoffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Cette conférence de presse était en effet assez symptomatique des rapports, je dirais, compliqués entre la presse et le pouvoir en France. On a une presse qui est moins une presse d'investigation qu'une presse de révérence. Si un confrère pose une bonne question qui ne plaît pas au monarque, personne ne va le soutenir. Si le monarque tape sur le confrère, les gens vont sourire. C'est une sorte de théâtre de la cruauté télévisuelle, parce que ça donnait le spectacle d'un Nicolas Sarkozy qui, lui, a parfaitement compris le système et donc se joue des journalistes, se joue de leur faiblesse, parce que si les journalistes présents faisaient corps et obligeaient le monarque à répondre aux questions, etc., l'ambiance serait tout à fait différente. Selon le baromètre de l'Institut national de l'audiovisuel français, Nicolas Sarkozy bat tous les records d'antenne. Depuis son élection, le président est 3 fois plus présent sur les chaînes de télévision que ne l'étaient ses prédécesseurs. Le président Sarkozy, à la différence de Mitterrand et de Chirac, qui étaient des hommes qui avaient été élevés dans le verbe, dans les livres, mais pas du tout dans la télévision. Les deux, Mitterrand et Chirac, ont eu du mal à apprivoiser l'outil télévision. Lui, Sarkozy, il est tombé dedans, c'est-à-dire il a moins lu dans sa jeunesse ou dans son enfance que passer du temps à regarder les séries télévisées, à regarder les journaux télévisés. Et donc pour lui, l'accession au pouvoir, c'est l'accession à l'écran. C'est pour ça qu'il a aussi une admiration sans borne ou une attirance sans borne pour les stars, parce que lui-même rêvait d'être une star, et sa façon à lui d'être une star, c'était pas de faire du cinéma ou de la chanson, c'était de faire de la politique, et il est arrivé pour ce biais. Et souvent, il lui arrive de dire à des comédiens ou à des acteurs, on fait le même métier. C'est absolument extraordinaire, parce que pour lui, faire le métier de politique, c'est se montrer à la télévision, c'est jouer un rôle, c'est jouer la comédie. On peut imaginer que la politique, c'est tout autre chose que de jouer la comédie, mais pour Sarkozy, c'est jouer la comédie. Une comédie médiatique savamment orchestrée par Nicolas Sarkozy jusqu'au jour où il ne maîtrise plus l'information. Le départ de Cécilia Sarkozy était connu du tout Paris, mais au nom de la protection de la personnalité, aucun média français n'osera briser la loi du silence. C'est finalement Le Matin qui ouvrira les feux. En aucun moment j'ai pensé qu'on serait les seuls. C'est juste le lendemain que je me suis rendu compte qu'on était le seul journal du monde qui parlait du départ de Cécilia. Alors j'ai pris peur, je me suis dit, oulala, est-ce qu'il nous a vendu une fausse information? Je lui ai tout de suite téléphoné et puis je lui ai dit, ouais, mais pourquoi les autres journaux n'en parlent pas, les télévisions, les radios, personne n'en parle? Il dit, mais tout le monde le sait, mais ils osent pas. Ils ont une peur bleue parce que c'est le futur président. On a appris par le Nouvel Observateur que Sarkozy et ses services de police ont quand même essayé à trouver qui était ce correspondant. Et ils ont eu une théorie du complot. Ils ont dit c'est Monsieur De Villepin, le Premier ministre de l'époque, qui nous aurait utilisé, qui aurait planté cette information en Suisse. Et ils ont inventé un très joli mot. Ils ont dit que c'était du blanchiment d'informations, c'est-à-dire on donne l'information à un journal suisse et tous les médias français pourront innocemment citer ce média suisse. La réplique présidentielle est immédiate. Les avocats de Nicolas Sarkozy déposent plainte à Thonon-les-Bains. Le journal sera condamné sur quelques points de détail, mais blanchi sur l'essentiel. Il avait bâti son ascension politique considérablement sur les rapports fusionnels, personnels, mais aussi professionnels qu'il entretenait avec son épouse de l'époque, Cécilia Sarkozy, qu'il qualifiait de sa conseillère la plus proche et dont il précisait bien qu'elle entrerait avec lui à l'Élysée ou que son destin ne se réaliserait pas. Et le tribunal a mesuré que, ayant utilisé ce levier très fort de la médiatisation d'un couple politique, l'un des composants de ce couple politique ne pouvait pas être totalement à l'abri de l'attention de la presse. 3 ans après ce verdict, le correspondant du Matin travaille toujours sous pseudonyme.
Il devrait surtout pas se trahir parce qu'il subirait des conséquences. On a vu avec d'autres journalistes ce qui s'est passé. Il va pas se faire tuer comme en Russie, mais il subit des conséquences... sociales ou économiques. Oui, j'en suis certain. Quelques semaines plus tard, Paris Match n'hésite pas à franchir une nouvelle étape. Le magazine publie à la une les premières photos de Cécilia Sarkozy en compagnie de Richard Attias, son nouveau compagnon. Match est le magazine de l'image, de la photo, et des photos nous arrivaient. Cécilia et son ami ne se cachant pas, ils allaient se promener sur la Croisette, à Cannes, sur la Côte d'Azur, ils louaient une décapotable, et à Paris, les belles soirées d'été du mois de juillet et du mois d'août, ils allaient dans des restaurants très connus, et ils se mettaient plutôt en terrasse. Voilà. Et à un moment, la question se posait, quand allons-nous décider de publier? Et on a pris cette décision donc à la fin août parce que ces photos, toute une série de photos, avaient été achetées par le Times de Londres pour son édition du dimanche, le Sunday Times. Et quand nous l'avons appris, il nous a semblé que Match ne pouvait pas être à la traîne. Donc voilà. Un crime de lèse-majesté très lourd de conséquences pour le directeur du magazine. La forte amitié qui lie le propriétaire du journal au président de la République n'est sûrement pas étrangère à ce coup de jarnac. Moi, je pense qu'on va pas me virer. Je pense que c'est pas l'intérêt de Sarkozy, c'est l'intérêt de personne. Et je suis trop attaché à mon journal, à Paris Match. Et je me dis, si on me vire, c'est tellement mauvais pour Paris Match, ils vont pas le faire. Et malgré tout, je suis viré, et j'en suis surpris, mais je comprends. C'est-à-dire que le fait de m'avoir viré, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir laissé croire que Sarkozy, m'expliquant que surtout il n'avait jamais demandé ma tête, mais le fait que ça arrive quand même, eh bien ça a contribué pour les autres à se dire « Ah, c'est possible ». 2 ans après son licenciement, Alain Genesta revient dans un livre sur les circonstances de sa brutale expulsion. J'ai pu ressentir en parlant très brièvement au téléphone avec Nicolas Sarkozy la violence qui, s'abattant sur moi, s'était abattue sur Arnaud Lagardère. Et j'ai compris. La pression avait été trop forte. La question finale que je me pose moi-même, et si c'était à refaire, il ne reste plus que quelques lignes, on est à la fin du livre, la fanfaronnade, ça aurait été de dire bien sûr, je l'aurais refait. Et je préfère dire non, pour plusieurs raisons. La première, c'est on a parlé de violence dans cette interview, c'est très violent, et la violence, quand elle est exercée contre vous, ça fait mal. On n'a pas envie de se faire du mal. La seconde, c'est que c'est pas le Watergate, je vous explique dans le livre. Cette information, cette couverture de match, moi j'en ai rien à faire de cela. Je l'ai fait parce que j'étais directeur de match et qu'il fallait le faire comme directeur de match, mais c'est pas l'information que je préfère. Publier une photo de Cécilia Sarkozy et de son ami, ça m'intéresse pas. Observateur avisé, Daniel Schneiderman s'inquiète de l'influence grandissante exercée par Nicolas Sarkozy. Il est évident, si vous voulez, que ce qui est en train d'arriver en ce moment au président de Radio France, Jean-Paul Cluzel, dont le mandat arrive à renouvellement en mai, et qui va être viré, enfin qui va pas être renouvelé, pardon, va pas être renouvelé. Bon, pourquoi? Non pas parce que ses résultats sont mauvais, ses résultats sont excellents. Mais il va pas être renouvelé parce qu'il y a, à 8h-5, le matin, entre 8h-5 et 8h-2, il y a un humoriste dont le ton déplaît à monsieur Nicolas Sarkozy. Et pour ça, le PDG de Radio France ne va pas être renouvelé. Et il le dit. Et tout ça se passe au grand jour. France Inter. La chronique de Stéphane Guillon va déchaîner les passions. Détail plutôt cocasse, le sketch ce jour-là égratignait une figure politique socialiste. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio.
C'est la première fois qu'il revient en France depuis son aventure avec une jeune Hongroise à lunettes, Piros Kanadji, responsable de la photocopieuse OFEBI. Le sketch de Stéphane Guillon devient emblématique quasiment de la liberté d'expression, alors que c'est plutôt un sketch pas très politique, où il se fout de la gueule du côté d'un trait de caractère de Dominique Strauss-Kahn. Quand on voit que Stéphane Guillon est évoqué directement dans des conversations à ce niveau-là, c'est à la fois cocasse, ça fout un peu les jetons, parce qu'on se dit que d'abord, est-ce qu'ils ont que ça à foutre de s'occuper d'humour en ce moment? Il y a quand même du boulot. Et puis malgré tout, c'est une forme de pression. Peut-être que c'est qu'un prétexte pour se débarrasser d'un patron et en mettre un autre à la place. Monsieur le Président, sauf votre respect, peut-on vraiment faire une bonne interview avec un ami? Écoutez Stéphane, je crois pas que nous soyons amis, vous et moi, loin de là. Vous m'interviewez, je vous réponds. On me dit, faut pas aller chez El Kabash, faut aller chez Domoran. Mais entre un ami qui vous invite à une discussion cordiale et un diplômé de sciences politiques mal dégrossi qui vous pose 15 fois la même question, sous prétexte qu'il n'a pas eu sa réponse, vous allez chez qui? Moi je suis comme tous les Français, au petit déjeuner, j'aime pas qu'on m'emmerde. Le problème de Sarkozy, c'est qu'il est très transgressif et donc il a contribué à désacraliser la fonction. C'est vrai que quand on interpelle un électeur de base en lui disant « casse-toi pauvre con », par rapport à la stature gaullienne de la présidence de la République en France, ça crée un choc et c'est vrai que pour nous, c'est finalement une voie ouverte à aller plus loin. Après la radio, France Télévisions est à son tour dans la ligne de mire. Nicolas Sarkozy vient de supprimer la publicité des écrans et il possède les pleins pouvoirs pour désigner les futurs patrons des chaînes publiques. La star du 20h de France 2 craint désormais les rapports de force. Je pense que le pari de Nicolas Sarkozy de décider de nommer dorénavant les présidents de l'audiovisuel public, Radio France, France Télé, directement, même si c'est encadré par le Parlement, le CSA, etc., je pense que c'est un pari compliqué. Je dis pas qu'il veut en lui-même contrôler, qu'il a pour objectif de contrôler l'information, mais je dis que de fait, ce changement de statut aboutit forcément à mettre quelqu'un qui est redevable de quelque chose au pouvoir exécutif. C'était le système qui était pratiqué avant. Et donc avec ce risque de l'autocensure. Parce que le président de l'audiovisuel public a autorité sur le directeur de la rédaction qui a autorité sur les journalistes. Je dis c'est un risque. Oui, en France, on n'a jamais eu un président aussi près de la télévision et des responsables de la télévision. C'est un problème de génération. Et quand on regarde de plus près comment se sont construits ces réseaux, on s'aperçoit que ça a commencé très tôt, qu'il avait vraiment un dessein. Donc dès les années 80, dans la ville de Neuilly, où il était un tout jeune maire, il devait avoir 24 ou 25 ans, il a créé une association qui s'appelait Neuilly Communication. Et quand on regarde quels étaient les membres de cette association, ce sont les mêmes qui aujourd'hui ont les clés de l'ensemble de l'audiovisuel privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes qui sont aussi propriétaires de grandes entreprises, qui ont des relations très étroites avec l'État. Qu'il s'agisse de Lagardère, qui est aussi un marchand d'armes, et qu'il s'agisse de Bouygues, qui aujourd'hui est présent dans le nucléaire. Donc tout ça est quand même très inquiétant quant au pluralisme, quant au conflit d'intérêts, et donc quant à la démocratie. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président en exercice se rend dans les studios d'une chaîne de télévision. Ça prouve que j'apprécie France Télévisions en général et France 3 en particulier. Merci beaucoup. Il est clair que le chef de l'État aujourd'hui a un rapport avec la presse qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus direct que ça ne pouvait l'être avec ses prédécesseurs. Et peut-être qu'effectivement, ça incite à l'autocensure certains confrères. Bon, c'est vrai que on fait beaucoup plus attention, mais à la limite, peut-être qu'on fait mieux notre métier aussi en faisant attention. Lors de cette édition spéciale, Audrey Poulevard n'hésitera pas à insister sur une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne voulait visiblement pas répondre. Je voudrais savoir combien de contrôles d'identité, combien d'arrestations, à combien d'arrestations il faut procéder pour pouvoir expulser 25 000 personnes par an. Pour arriver à ce chiffre. Est-ce que vous n'arrêtez pas 25 000 personnes que vous reconduisez? J'imagine que le nombre de personnes arrêtées C'est une curieuse ou façon de présenter les choses. C'est une question. C'est une question. C'est une question, quand même. Et par des questions, on peut présenter les choses. Vous me dites combien d'arrestations? Enfin, écoutez, madame,
C'est une question qu'on se pose. Oui, mais moi, vous me dites, vous partez des arrestations. Je ne comprends pas. Combien de contrôles d'identité, combien de personnes arrêtées pour obtenir 25 000 Mais il ne expulsions? s'agit pas d'obtenir. Quand on n'a pas de papier, madame, on n'a pas vocation à rester dans notre pays. Même quand on a un emploi, même quand on a des enfants scolarisés ou qu'on a des situations sanitaires critiques. Je comprends que ce sujet vous touche, il me touche beaucoup aussi, figurez-vous. En tant qu'être humain, oui. Peut-être plus que vous, puisque moi j'ai eu à le gérer. Vous le voyez en tant qu'être humain, je le suis également un être humain. Hein, j'ai un cœur, peut-être pas forcément le même que le vôtre, en tout cas il est à la même place, à gauche. Ça aurait pu déraper. Et moi j'étais dans une position où j'aurais pu en profiter pour prendre l'avantage à ce moment-là. J'ai préféré faire l'inverse, c'est-à-dire lui tendre une perche en lui disant oui, en tant qu'être humain, vous sous-entendez en tant qu'être humain, et non évidemment en tant que femme noire, parce que voilà, moi j'estime que mon métier c'est pas de mettre en difficulté ou de prendre l'avantage sur un invité, c'est de le pousser dans ses retranchements pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Le moins bon de lui-même, c'est au contraire dans les minutes qui ont précédé l'émission que Nicolas Sarkozy en fait une réelle démonstration. Le président avait été accueilli par 200 employés ulcérés par ses réformes sur l'audiovisuel. Le chef de l'État n'a pas du tout apprécié les « casse-toi pauvre con » ou encore « plus belle la vie sans Sarkozy » lancés par les manifestants. Très remonté et contrarié, il s'est lâché pendant les préparatifs et les réglages sur le plateau de France 3. Enfin, quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour quand même. Ou alors on n'est pas dans le service public. Comme c'est la règle dans toutes les chaînes de télévision, ces images n'auraient jamais dû être portées à la connaissance du public. Cette fois-ci, c'en est trop, le président voit rouge. Pour la première fois en France, après la diffusion de cette séquence sur le web, France 3 est obligé de porter plainte contre 2 journalistes du site Rue 89, et même contre 2 de ses collaborateurs soupçonnés d'avoir livré les images. Vous étiez très remonté contre votre direction. Elle me trahit comme elle trahit tout son personnel à travers moi. Ça, c'est pour moi, j'ai mis 23 ans de ma vie dans France 3, j'y ai laissé mon dos en Afghanistan. Il y a d'autres méthodes, quand même. Ça fait plaisir de voir Monsieur Clair à l'antenne. Tu es resté combien de temps au placard? 2 années, c'était la maison à côté. J'avais protesté quand on avait mis au placard. On y voit Nicolas Sarkozy dans ses rapports très décomplexés avec les journalistes. Il les tutoie, il rappelle à un des journalistes qu'il a été mis au placard. Il dit qu'il avait protesté contre cette mise au placard, ce qui montre qu'il intervient quand même un minimum dans le contenu des médias. Vous voulez pas poser une question d'actualité sur Carcassonne, non? Je pense que c'est révélateur, oui, d'un climat qui est quand même de plus en plus inquiétant pour les journalistes, pour le secret des sources surtout et pour la liberté de la presse en France, puisque ces dernières années, on a vu beaucoup de convocations, de perquisitions, de journalistes placés en garde à vue aussi. On a l'impression que ça s'accélère et c'est étonnant puisque le président avait, au moment de son élection, un petit peu avant, rappelé son attachement au secret des sources. La France détient aujourd'hui le triste record en Europe du nombre de perquisitions dans les rédactions et du nombre de journalistes mis en examen ou placés en garde à vue. La France fait moins bien aujourd'hui que les nouveaux entrants dans l'Union européenne, des pays comme la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, où il y a encore pas longtemps, des journalistes pouvaient se faire casser la gueule au coin d'une rue parce qu'ils avaient enquêté sur une affaire sensible. Finalement, face au soutien du monde médiatique et à l'ampleur que prend cette affaire, les 4 journalistes seront relâchés le jour même. À trop vouloir étreindre le roi, de nombreux journalistes se sont fourvoyés. Mais à trop vouloir approcher le soleil, le roi lui-même a peut-être fini par brûler ses propres ailes.